Merci de m'avoir invité et bonjour à toutes et à tous. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas non plus membre du monde académique, donc je suis chef d'entreprise et c'est à ce titre-là que je vais m'exprimer devant vous. Je chercherai à donner mon point de vue sur notamment les trois propositions que M. D'Ambrosio a rappelées tout à l'heure concernant les ETN. Mais auparavant, je me propose de donner le point de vue de mon entreprise et de moi-même sur les actions qu'il conviendrait de mener pour lutter contre le changement climatique, sachant que je fais, et Veolia fait complètement partager les conclusions du GIEC, qu'a rappelé M. Jouzel à l'instant, non seulement sur la responsabilité des activités humaines, de ces activités industrielles, et sur l'urgence à agir. Par ailleurs, suivant de près ce qui se prépare pour la conférence de Paris, je ressens moi-même sans doute la difficulté d'obtenir l'objectif visé, à savoir un accord universel, même s'il est différencié, et un accord contraignant. Je pense que nous aurons des difficultés à obtenir une telle chose. Et même si le secrétaire général des Nations Unies a dit qu'il n'y avait pas de plan B, parce qu'il n'y avait pas de planète B, si nous n'obtenons pas cet accord à Paris, et nous n'avons pas d'idée de plan B, il y a fort à parier que rien ne se passe avant 2020. Et donc c'est dans ce contexte-là que j'ai fait, au nom de Veolia, un certain nombre de propositions sur la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Trois d'entre elles se différencient un petit peu de ce que d'autres ont pu émettre, et c'est sur celle-là que je voudrais insister. La première idée, c'est que pour le monde économique, les émissions de gaz à effet de serre ne concernent pas que le monde de l'électricité, ni que le monde de l'énergie. C'est bien toute l'activité économique, et notamment industrielle, qui est concernée. Et notamment le fait que si le modèle classique de production économique, le modèle linéaire, extraire des matières premières, produire des produits, jeter des produits usagés, devait perdurer, l'appétence des nouveaux pays au développement conduirait inéluctablement, nous semble-t-il, à l'augmentation des émissions. Le modèle linéaire produit et produira de plus en plus de gaz à effet de serre, d'où l'urgence de promouvoir un autre modèle, beaucoup moins émetteur, un modèle circulaire, qui veut utiliser plus d'une fois les ressources naturelles parce qu'elles sont trop précieuses, un modèle d'économie circulaire où les déchets des uns deviendraient les ressources des autres. C'est vrai pour les matières premières, mais c'est vrai également pour d'autres ressources naturelles comme celle de l'eau ou même de l'énergie, puisqu'il y a beaucoup d'énergie, et notamment sous forme de chaleur perdue. L'économie circulaire économise beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. J'en prends un exemple, mais on pourra en prendre beaucoup plus. La fabrication de bouteilles en plastique en PET comme celle-ci, lorsqu'elle est fabriquée à partir de bouteilles récupérées et recyclées, émet 70% de moins de CO2 que lorsqu'on la fabrique avec des process classiques issus de l'industrie parapétrolière. Cette proportion de 70% est encore plus importante pour l'ensemble du cycle des métaux. D'où l'idée de chercher par tous les moyens à accélérer ce modèle d'économie circulaire qui devrait en plus bien convenir aux pays développés puisque leur poubelle devient aujourd'hui la première mine du monde et que les pays développés pourraient du coup trouver intérêt à créer de l'activité à partir de cette logique. La deuxième idée que nous défendons, c'est celle qui dit que parmi les gaz à effet de serre, il y a bien sûr le CO2, mais il n'y a pas que le CO2.
il y a d'autres gaz, et notamment les gaz à plus courte durée de vie, qui, parce qu'elles ont beau avoir une plus courte durée de vie, c'est-à-dire à disparaître dans l'atmosphère, elles n'en sont pas moins polluantes. Les émissions de méthane, aujourd'hui, dans le monde, depuis 20 ans, correspondent à un effet polluant équivalent à peu près à celui du CO2. Et cet effet polluant va durer encore 20 ans. Il y a donc gros intérêt à s'attaquer aussi au méthane. Cet effet polluant, en équivalent de pollution du CO2, c'est 40% des émissions des gaz à effet de serre, à peu près autant depuis 20 ans et à peu près autant pendant encore 20 ans que le CO2. Or, le méthane est beaucoup plus facilement captable et valorisable que le CO2. Ces émissions sont parfois concentrées, parfois diffuses, mais quand elles sont concentrées, notamment sur les sites de stockage des déchets ou sur les stations d'épuration des eaux usées, elles peuvent être plus aisément capturées et valorisées. Nous proposons de nous attaquer immédiatement et massivement à ce qui est plus simple et beaucoup moins coûteux, les émissions de méthane, laissant ainsi un peu plus de temps pour trouver les meilleures solutions pour le CO2, sachant qu'il en existe déjà, mais qu'elles sont plus lourdes et plus coûteuses. Ne pas donc délaisser les gaz à effet de serre à durée de vie plus courte que le CO2. Et puis la troisième proposition, elle concerne les incitations à mettre en œuvre pour conduire, inciter, forcer les émetteurs de gaz à effet de serre à réduire leurs émissions ou à les supprimer. On évoquera au moment des discussions sur les propositions l'incitation économique, le fameux coût du carbone. En matière de lutte contre la pollution, l'idée de mettre un coût aux pollueurs et à la pollution a fait ses preuves dans le passé. Et j'en veux pour preuve les outils mis en place depuis une cinquantaine d'années dans de nombreux pays, dont la France, pour lutter contre la pollution de l'eau. Pour que les pollueurs ou les émetteurs aient intérêt à dépolluer ou à moins polluer, il faut que le fait de polluer coûte plus cher que de dépolluer. Il faut donc mettre un coût du carbone suffisamment robuste pour que le coût de la pollution aujourd'hui, qui est nul, dépasse à un moment le coût de la dépollution qui est encore élevé et que les produits utilisés pour taxer la pollution puissent aider à la dépollution. Il faut donc que le coût de ce carbone, le coût de ces émissions, le coût de cette pollution soit suffisamment robuste et suffisamment prévisible dans le temps, pendant une dizaine ou une quinzaine d'années, pour que l'incitation économique des entreprises ou des acteurs économiques soit suffisante pour qu'ils aient intérêt à s'engager dès maintenant dans la dépollution. Nous évaluons chez nous cette robustesse du prix du carbone pour qu'il y ait suffisamment d'incitation à abattre une masse significative des émissions à au moins 30 à 40 € la tonne aujourd'hui. Nous ne traiterons pas avec un tel coût toutes les émissions, mais nous pouvons traiter une grande partie. Et ce prix, ce coût de 30 à 40 € permettrait déjà très rapidement d'engager des investissements très larges pour abattre la plupart des émissions. Se pose ensuite la question de comment mettre en œuvre cette incitation économique et ce coût du carbone. Je ne crois pas à l'efficacité et à l'efficience d'un marché de carbone à court terme. Le mécanisme de marché est un mécanisme compliqué, sa régulation est complexe, les ruses pour le tourner sont nombreuses et, de fait, l'instauration du premier marché en Europe a été un échec. Même si beaucoup d'autres marchés, depuis, ont fleuri. Il existe, rien qu'en Chine, 7 marchés du carbone. Mais pour qu'un tel mécanisme de marché atteigne son objectif, d'une part, il faudrait vraisemblablement un accord universel, et ensuite, il faudrait des modes de régulation complexes dont je pense qu'ils ne sont pas encore à la portée d'une régulation mondiale. Peut-être qu'en vitesse de croisière, plus tard, le mécanisme de marché peut jouer un rôle. En attendant, je pense que la meilleure voie serait de mettre en place ce qui a été mis en place pour d'autres types de pollution,
et notamment une redevance liée à la pollution, une redevance carbone. Je l'appelle redevance parce que je souhaiterais qu'elle puisse fonctionner sur le principe pollueur-payeur et dépollueur-aidé. C'est-à-dire que celui qui pollue paye cette redevance et que cette somme collectée puisse être redistribuée pour aider ceux qui dépolluent, diminuant ainsi le coût de la dépollution et utilisant pour diminuer le coût de la dépollution, le coût de la pollution, on arrivera donc à faire 2 fois plus vite le chemin pour rendre la dépollution moins coûteuse que la pollution. Ce principe a fait ses preuves. Il l'a fait dans le domaine de l'eau, comme je le disais il y a quelques minutes, puisqu'il y a presque 50 ans maintenant, on l'a établi pour traiter la pollution de l'eau. Ça a été très difficile à mettre en œuvre et ça s'est pas fait sans mal et sans menace à l'époque. Mais toujours est-il que 40 ans plus tard, la pollution d'origine industrielle de l'eau et la pollution d'origine domestique de l'eau dans nos pays et dans les pays voisins sur le même principe a pratiquement été éradiquée. La pollution d'origine agricole, elle, n'est pas traitée selon le principe pour différentes raisons sur lesquelles on reviendra. Mais au moins la pollution d'origine industrielle et domestique a été considérablement abattue. En 1975, en été, dans la Seine à Paris, il n'y avait plus que 3 sortes de poissons. À l'été dernier, il y en avait 43 sortes. Ceci n'est pas le fruit du hasard. Il y a certainement encore des choses à faire, mais en tous les cas, les acteurs économiques, les industriels, mais également les collectivités publiques, les villes, par ce mécanisme pollueur-payeur, dépollueur-aidé, ont pu mettre en place et financer les investissements de dépollution qui ont réglé le problème. Cette redevance me paraît être de nature à faire avancer les choses beaucoup plus rapidement qu'un marché trop complexe, me semble-t-il, en tous les cas en première étape, pour inciter les acteurs à dépolluer. Bien évidemment, la première réaction est que pour qu'un tel système de redevance soit valable, il faudrait qu'il soit universel et mondial. Et comme je le disais, il est vraisemblable que nous n'obtiendrons pas un tel accord à Paris. La question se pose de savoir si on pourrait donc le mettre peut-être en place de manière partielle, s'il n'est pas universel. Et à défaut de grives, je pense effectivement qu'on peut manger des merles. Et je suggère que sur un espace économique suffisamment large et suffisamment homogène, notamment celui de l'Union européenne, il me semble qu'il y a place à mettre en place un tel système à travers une régulation et une législation européenne. Là aussi, bien évidemment, les acteurs économiques immédiatement évoquent le problème de l'équité et de la distorsion de concurrence avec leurs compétiteurs non européens. Et c'est pour ça que je propose d'y ajouter à cette instauration d'une redevance sur le carbone à l'intérieur de l'Union une taxe aux frontières, une redevance aux frontières sur le carbone, taxant les produits qui rentrent dans l'Union en fonction de leur contenu carbone. Tout ceci se heurte, notamment cette fameuse taxe aux frontières, ce droit de douane, à l'orthodoxie des principes de l'économie. Et si M. Tirole est dans la salle, il ne manquerait pas de dire que tout ça est très moche. Il n'empêche que, vraisemblablement, d'une part, nous aurions là un projet politico-économique et sociétal de l'Union, et il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui, et que nous aurions sans doute là les moyens, d'une part, de diminuer fortement les émissions dans l'Union, et comme l'espace économique de l'Union est quand même très attractif pour beaucoup de producteurs hors de l'Union, de les inciter aussi par le même mécanisme à faire entrer des produits dépollués, et donc eux-mêmes à engager des actions de dépollution, au moins pour tous ceux dont la production est largement écoulée en Europe. Il faudrait bien évidemment, pour ce faire, obtenir sans doute l'unanimité au sein de l'Union, ce qui est un vrai problème, mais peut-être une large majorité pourrait suffire. Il faudrait sans doute également obtenir l'accord de l'OMC à ce sujet, car, vous l'avez vu, le projet de taxe imaginé sur les avions a rapidement fait flop par la réaction d'un certain nombre d'acteurs
extra-européens que l'OMC a soutenus. Mais voilà, me semble-t-il, un moyen, à défaut d'accord universel et contraignant, pour néanmoins faire avancer les choses et devrait permettre en 5 ans d'engager une large partie des investissements nécessaires pour désintoxiquer l'économie européenne du carbone. J'imagine que lors des questions, nous discuterons de tout cela. Et je précise qu'effectivement, le monde économique, pas forcément le monde ultralibéral, le monde de la théorie économique, le monde académique économique, est très réticent à l'idée d'instauration de droits de douane. Et donc n'est pas favorable à ce que je propose ici même. Maintenant, je voudrais revenir sur les 3 propositions que Lucas a exposées tout à l'heure. Et bien évidemment, je me concentrerai sur celles qui ont trait aux entreprises transnationales. La première, elle concerne l'autorégulation, c'est-à-dire les engagements pris par les entreprises de manière univoque, sans que personne ne leur demande rien, et que les entreprises rendent public. L'idée de suivre et de contrôler et de publier le respect de ces engagements pris sans contrainte me semble une très bonne chose. C'est d'ailleurs peut-être la seule manière de dissiper la crainte ou la critique de greenwashing qui sont souvent faites aux entreprises lorsqu'ils prennent des engagements unilatéraux sans contrôle. J'ajoute que l'idée d'utiliser les principes directeurs de l'OCDE et notamment les points de contact nationaux me paraît là aussi une bonne idée, car ces points de contact nationaux, ils ont déjà fait un début de preuve. Et cette proposition numéro 4, effectivement, devrait permettre à la fois de crédibiliser, de responsabiliser les entreprises quand ils prennent des engagements, et donc de bien vérifier qu'ils sont capables de les tenir, et de les contrôler à travers un organisme transnational dont le sérieux, lui aussi, n'est pas discuté aujourd'hui. Donc cette proposition me semble une bonne proposition. La proposition 5, qui consiste à passer d'une régulation économique, un petit peu comme celle que je proposais, ce n'est pas le marché, c'est une redevance, mais d'une régulation économique à une réglementation technique et juridique, des normes techniques, elle me paraît pouvoir couvrir un aspect du problème, mais pas tout le problème. On peut effectivement, juridiquement, normer les émissions des produits mis en vente à l'intérieur d'un marché quelconque, par exemple des automobiles. Et donc faire en sorte que toutes les automobiles qui rentrent sur ce marché respectent les mêmes normes, et notamment les mêmes normes d'émission, d'où qu'elles viennent ou qu'elles soient fabriquées. Et donc là, tout le monde est mis à pied d'égalité. En revanche, ce système de normes, sauf à ce qu'il soit universel là aussi, ne peut pas s'appliquer sur les émissions liées aux conditions de fabrication de ces produits. Les émissions d'une usine de production automobile, sauf si toutes les usines du monde subissaient la même norme, ce qui me paraît aujourd'hui encore illusoire, ne permet pas d'être attrapé par le mécanisme que vous proposez. Et il y aurait un problème d'équité entre les territoires, les pays qui imposeraient ces normes et les autres qui ne se les imposeraient pas et continueraient à être en compétition avec les premiers sur les différents marchés. Ce problème d'équité, il va, je pense, être un point dur tout le long du processus de recherche d'un accord sur le climat. Et effectivement, très souvent, c'est ce problème-là de l'équité entre les différents acteurs compétiteurs sur le marché mondial qu'évoquent les entreprises dans les réglementations qui peuvent être mises en place. Sauf à espérer un jour avoir quelque chose de global et d'universel, je pense que la seule manière, c'est de
c'est de taxer aux frontières des territoires qui veulent faire plus les produits qui veulent atteindre ces territoires. Et je pense qu'en dehors d'une régulation économique cadrée avec des droits de douane, je ne pense pas qu'on puisse espérer obtenir rapidement quelque chose d'efficient et qui soit équitable dans l'ensemble du monde économique. Enfin, votre proposition numéro 6, qui consiste à relier les responsabilités ou le droit de l'environnement au droit de l'homme, me paraît compliquer terriblement les choses. Déjà, trouver un accord sur le climat est une chose, on le voit bien, d'une grande complexité. Le coupler avec les problématiques de droits de l'homme, dont on sait par ailleurs qu'il est lui-même, ce problème, d'une très grande complexité aussi. Il suffit de penser à la Chine, qui fait partie des plus grands pollueurs aujourd'hui, pour me faire dire qu'en multipliant, en combinant deux problèmes, certes réels, certes non sans lien, en les couplant, deux problèmes d'une grande complexité, je pense qu'on obtient un ensemble d'une complexité exponentielle. Et je crains que, de ce point de vue-là, ne serait-ce qu'avec le cas chinois, qui est fort sensible sur ces problématiques de droits de l'homme, on n'arrive à rien. Donc je crains que, même s'il y a de l'idée derrière, puisqu'il y a un lien entre les deux, relier les deux sur le plan juridique risque, me semble-t-il, de faire fuir des autorités qui, au moins sur le problème climatique, sont conscients et des dangers et de leurs responsabilités, mais que ceux-là, ou certains de ceux-là, ne voudront jamais entendre parler d'un couplage avec la législation des droits de l'homme. C'est mon sentiment. Là, il dépasse mon rôle de chef d'entreprise, mais c'est mon sentiment lorsque j'observe ce qui se passe sur ce thème des droits de l'homme et que j'observe ce qui se passe en Chine. Je vous remercie.